Bonjour à toutes et à tous et bienvenue aux Rencontres PEP pour ces 2 derniers jours. J'aurai le plaisir de vous accompagner pendant ces 48 heures pour vous proposer de multiples tables rondes, près d'une vingtaine, des tables rondes qui s'annoncent riches, pertinentes, intéressantes et même joyeuses. Osons le mot car il est intéressant de défier la morosité ambiante. On espère justement qu'elles seront joyeuses et pleines de partage. Alors vous le savez, chez les PEP, l'engagement c'est toujours sur le terrain. Alors on aurait aimé comme les autres années, vous voir en physique, qu'on soit tous présents les uns à côté des autres. Mais malheureusement, la crise sanitaire nous oblige à imaginer cet événement autrement. Mais c'est aussi ça, la réalité du terrain. C'est savoir rebondir, s'adapter aux événements que l'on ne maîtrise pas toujours. Alors nous voilà donc en distanciel. C'est un mot qui n'est pas très joli, mais qui nous permet de maintenir le lien entre vous et nous. Et puisque justement la thématique de ces rencontres est celle de la participation dans tous les sens du terme, je vais vous en demander à vous de la participation. On a besoin de vous, on doit vous sentir présent. Donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions, vous les internautes, sur les différents studios qui vont s'offrir à vous pour vous présenter ces tables rondes. Vous pouvez poser toutes vos questions, des modérateurs seront là pour les recueillir et les poser à nos intervenants qui sont protéiformes. Je vais développer dans un instant, donc je compte véritablement sur vous. La participation, ça passe aussi par ça. Alors pour vous comprendre la richesse de ces 2 jours du Forum social qui qui clôt justement ces rencontres qui vont démarrer à la fin du mois de mars, le 29 mars, eh bien, il y aura 3 studios. Ici, vous êtes sur le studio 1, il y aura le studio 2, le studio 3, et des tables rondes vont donc se dérouler en parallèle, et vous allez pouvoir passer d'un canal à l'autre pour pouvoir suivre les tables rondes qui vous intéressent le plus. Encore une fois, à chaque fois, et sur chaque table ronde, vous avez la possibilité de participer. Je dirais même, vous avez le devoir de participer, car la participation, c'est aussi un engagement citoyen, c'est une participation qui s'imagine à l'échelle des territoires locaux, nationaux, européens, puisque une des thématiques justement de ces 2 jours sera celle de l'Europe et d'avoir une dimension internationale pour pouvoir questionner nos pratiques de la participation. Parce que chez les PEP, on accueille toujours des gens qui expérimentent sur le terrain. C'est un peu la marque de fabrique. Au-delà des mots et des discours, nous avons des femmes et des hommes qui expérimentent cette participation citoyenne, qui la font vivre, qui essayent de réfléchir comment la provoquer, comment l'initier, comment la contrôler, qui essayent aussi de distinguer les écueils pour pouvoir mieux les adapter, se repositionner. Ce sera tout ça qu'on va voir ensemble. On va essayer de partager nos expériences avec des intervenants multiples. Je vous le disais, nous aurons des citoyens, nous aurons des militants, nous aurons des chercheurs, nous aurons des professeurs, nous aurons des secrétaires d'État, des ministres même, et des jeunes, et des personnes, c'est-à-dire toute finalement l'ensemble de la société qui va être représentée au cours de ces tables rondes. Donc encore une fois, je compte sur vous pour participer. Et alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, ces rencontres, elles ont démarré à la fin du mois de mars avec des projets qui ont lieu dans toute la France, organisés par des fabriques. Alors, je vous propose tout de suite un petit retour sur 6 projets que vous allez voir, dont un qui démarre en Outre-mer. 6 projets qui racontent un peu mieux sur le terrain ce que font les gens qui sont impliqués au sein des PEP ou des associations partenaires pour faire vivre la participation dans la vraie vie, la vie du terrain. On se retrouve évidemment juste après ce petit court-métrage pour démarrer officiellement ces rencontres. Merci d'être avec nous ce matin. Je vous sens derrière les écrans et ça nous fait très plaisir car je ne suis pas tout seul ici. Là, je suis tout seul à l'image, mais il y a bien sûr toute une équipe qui est derrière moi, d'administrateurs, de bénévoles qui font vivre les PEP tout au long de l'année. Je vous dis à tout à l'heure et on regarde quelques extraits de 6 projets qui ont été choisis et aux 4 coins de la France. On peut avoir chacun ses propres valeurs, mais ce qui nous rassemble tous, c'est ces valeurs de la République. Réfléchir ensemble sur ce que sont les valeurs de la République, c'était important d'abord parce que ça permet de s'approprier les choses, de réfléchir aux notions, d'entendre ce que disent les autres et puis d'arriver à construire au fil de... Être citoyen, c'est respecter les droits et les devoirs. Être citoyen, c'est d'avoir le respect. Un citoyen, c'est de respecter les règles et d'aider les personnes âgées et tout le monde d'ailleurs.
Un citoyen, c'est une personne qui respecte les règles, les devoirs et les valeurs qui sont mises en place par la République. Pour moi, être un citoyen, c'est participer dans la société et parler au minimum français. Être un citoyen, pour moi, c'est avoir plus de 18 ans, avoir accès à des droits comme le droit de vote ou le droit de conduire. Quand on a 18 ans et qu'on est citoyen, on a plus de liberté et on peut faire plus de choses. Un citoyen, c'est quelqu'un qui respecte les règles qu'on lui donne dans notre ville pour pas qu'il se mette dans de mauvaises situations. Être un vrai citoyen, c'est payer l'impôt, respecter les autres, en quelque sorte avoir des droits et des devoirs. C'est voter, c'est contribuer au pays. S'investir dans son pays, dans sa ville. Ne pas jeter ses déchets par terre, respecter les gens. La fresque, c'est une représentation commune des valeurs de la République, de ce qui nous rassemble. C'était intéressant en fait que chacun construise des choses, mais dans le but de construire quelque chose de commun. C'est à l'image de la société française. On espère que par la diversité de ce qui sera illustré, mis en image, on va pouvoir toucher le plus grand nombre de spectateurs de cette fresque. Ça permet de dire on fait société, on se rassemble tous autour de ces valeurs de la République. Donc, nous avons le plaisir de vous accueillir pour cette table ronde en visioconférence intitulée « L'inclusion scolaire vue par ses acteurs ». J'aime lire le français, j'aime apprendre et comprendre. En fait, par rapport des jeunes, ça se passe bien aussi par rapport aux activités. Mais après, c'est tellement que moi, j'aime aider certains jeunes qui soit ne comprennent pas. Mm-hmm. Et lorsque je deviens autonome, ben, je deviens comme travailleur. Et tu veux que l'école t'aide à être autonome et à trouver un travail? C'est ça que tu voudrais? Oui, et après, je dois tout apprendre. Je dois évoluer et améliorer les choses. Maîtriser la lecture, le calcul et l'écriture. Pour moi, s'il arrive vraiment à maîtriser cela, je dirais qu'il a réussi. D'accord. Donc vous, c'est quand même, tous les trois, ça reste très scolaire. Oui. Et il y a un peu de... C'est la base. Hein. D'accord. C'est la base. Sinon, on est perdu. Hein. Si on ne peut pas lire une facture, on ne peut pas compter quelque chose, on est perdu. Donc, il faut trouver un travail, même un apprentissage, il faut savoir lire la théorie, comment on fait ci, comment on fait ça. S'il ne maîtrise pas la lecture, s'il ne maîtrise pas le calcul, il ne pourra pas avancer. Donc, pour moi, c'est l'objectif. Et Lloyd, il rentre chez lui tout seul. Hein. Moi, avant, il est déposé chez sa grand-mère. Il dit non, maintenant, tu as 12 ans. Il rentre vers 16h, moi, je rentre vers 16h30 avec les petits. Bon, il a seulement 20 minutes à la maison seul, mais au moins, il a sa clé, il rentre chez lui. Mm-hmm. Et ça, c'est pour le responsabiliser. Autonomie. C'est l'autonomie, etc. On m'a proposé justement c'est ça de l'IME à Bergevin. Donc là, je suis passée par le MDPH et tout, et on l'a accepté. Et là, il a intégré l'IME et il est resté jusqu'à 14 ans. Et là, il s'est intégré à l'IMPO de Petit-Bourg. Après, ça s'est bien passé. Comme je suis tombée sur des professionnels sociaux assez
compréhensible. On m'a accompagné pendant tout son parcours pour l'inclusion. Donc, je souhaite qu'ils continuent sur la bonne voie. Donc, tout se passe bien pour eux. Et le fait que je les vois avancer et réussir, donc pour moi, je trouve que c'est intéressant. Parce que maintenant, j'ai toujours eu de bons retours. Ils me font énormément plaisir. Et je suis très content et je suis encore fière d'eux de les avoir. Je suis chef de service à la maison du Prat à Foix. C'est une maison d'enfants petite où il y a 7 jeunes accueillis et qui est gérée par les PEP 09. Là, ce soir, on fait une soirée spéciale autour de la culture hip-hop, du rap, de la photo, de l'image. On est 2 éducateurs avec une stagiaire et 2 intervenants d'une association locale. En tout cas, moi j'ai le sentiment que ce projet, même les jeunes qui participent pas, qu'on voit pas, qui n'ont pas fait de chansons, qui sont pas venus écrire des textes avec vous, etc. Malgré tout, ils en parlent à l'extérieur, mais avec un œil un peu presque comme des critiques musicaux. Malgré tout, le projet il est porté par tous les jeunes, même si certains sont plus en retrait, plus timides à venir se mettre en avant. Et voilà, c'est ce que je trouve chouette. C'est-à-dire, il y a ce qu'on peut montrer, ce qu'on va voir là du coup sur les images qui doivent être en train de défiler en même temps que je parle, si j'ai bien compris, voilà ce qu'on avait dit. Et puis il y a tout ce qui se passe autour, alors qui est plus compliqué à mettre en image, mais qui peut être expliqué voilà, de cette manière-là. Par exemple, on a un jeune ici qui aime beaucoup le rap, qui a du mal à venir participer à l'activité, mais qui au-delà regarde ce que vous faites, a un œil critique dessus, et critique plutôt positive, donc voilà, c'est plutôt intéressant. Après, c'est beaucoup travailler avec l'éducation nationale, expliquer qui on est, ce qu'on fait, qui on accueille, et puis recommencer, et puis recommencer. Et là, les autres acteurs locaux, type Pagip, voilà, tous les gens qui peuvent intervenir sur la jeunesse du côté de Foix et de l'Ariège plus largement, quoi. Le conseil départemental qui nous confie les jeunes et donc avec qui il faut que nous arrivions à travailler tant bien que mal. C'est beaucoup de travail en amont parce que bon là on voit les soirées et puis on a quand même pris des moments où les jeunes avaient déjà réussi un peu à s'impliquer. Ce qui n'est pas facile parce que se retrouver derrière un écran en train d'être filmé, derrière un micro, c'est donner un peu de soi et un peu de son image. Et ces jeunes-là ont une image quand même qui est quand même pas mal abîmée d'eux-mêmes. Donc en amont, en fait, sur de l'individuel, on travaillait un peu avec eux sur quelques phrases, à les encourager, à leur montrer qu'ils pouvaient produire quelque chose d'intéressant, qui nous intéressait en tout cas en nous. Et en fait, le fait d'arriver à produire quelques phrases comme ça, qu'on enregistre, qu'on met sur une musique, avec quelques images, qui d'ailleurs les professionnels qui ont fait ça ont fait un très bon travail, permettent aussi aux jeunes justement de se rendre compte qu'il n'y a pas de ridicule, et que ce qu'ils font, ça a de l'importance, et notamment pour eux-mêmes. Et donc c'est par ce petit travail au quotidien et en individuel qu'on arrive à créer en fait un climat de confiance dans lequel ils ne se sentent pas jugés pour ce qu'ils sont et qu'en fait on arrive à lever un peu les barrières pour arriver à avoir cette impulsion collective en fait. Je voulais te dire, je ne suis pas celui que tu crois, mais comment te dire, il ne faut pas toujours voir ce que tu vois. La route est longue et dure à vivre. Je regrette d'avoir séché les cours, mais je ne pouvais que fuir ce système qui te met de côté. Tic, t'es jeune, drogué, énervé, me casse pas les. Je vais monter te montrer que j'en ai. De toute façon, je n'ai plus rien à perdre, juste tout à prendre. Je fais partie des oubliés. Quand je regarde les vidéos,
et que je sais comment ça s'est passé et que je les vois aujourd'hui. Là, pendant que je suis en train de vous parler, je les entends, ils sont en train de chanter, des fois ça s'est applaudi. Il y a vraiment une cohésion de groupe qui n'a rien à voir avec ce qu'on a vécu l'année dernière. L'année dernière, c'était du 1 pour 1, ça venait au compte-gouttes. C'était très compliqué pour avoir vraiment de la présence des jeunes pendant le projet. Et là ils y sont tous et ils participent tous. Et c'est même eux qui nous demandent quand est-ce que ça va se produire, quand est-ce qu'on va pouvoir remettre ça en place. Et du coup, moi, ça me fait du bien de me dire que, en tout cas, ce qu'on a réussi, ça a créé du lien entre eux. C'est surtout ça, sur la question du vivre ensemble, comme je disais un peu au début. On a l'impression de voir des frères, des sœurs qui sont là et qui participent à leur vie, à leur projet, à leur quotidien. Et du coup, ça fait du bien. Lorsque j'ai pris mes fonctions il y a 10 ans de cela, un projet, une réflexion a été menée au niveau de la Devinière sur comment utiliser la domotique pour permettre aux personnes qu'on accompagne, qui sont des adultes avec de nombreuses restrictions pour réaliser les actes de la vie courante, de savoir comment cette technologie pouvait être utilisée pour leur rendre de l'autonomie. En se rendant compte qu'en fait, effectivement, ils étaient en capacité, pour certains d'entre eux, d'utiliser un contacteur pour faire avancer un objet ou pour interagir en allumant une lumière, en se disant, mais cette capacité-là qu'ils ont, les résidents, il faut qu'on en fasse quelque chose entre eux. On a pensé à l'environnement et à l'utilisation de cette technologie dans leur environnement. Et c'est là qu'on a commencé à se renseigner sur la domotique et les potentialités qu'elle offrait. On n'en avait pas du tout idée à l'époque. On va utiliser dans un environnement connecté les mêmes outils que Monsieur Tout-le-Monde. Ce Monsieur Tout-le-Monde qu'on va retrouver au fur et à mesure de la présentation. Une personne en situation de handicap avec un trouble moteur ou bien une déficience visuelle va en fait utiliser un smartphone, va pouvoir utiliser une tablette, un assistant vocal, le matériel qu'on trouve dans les mêmes magasins de ce fameux monsieur. Relations qui deviennent un peu plus acteurs dans la relation, puisque on donne l'exemple par exemple de quelqu'un qui, après sa douche, va avoir besoin de sécher ses cheveux avec un sèche-cheveux. Aujourd'hui, elle peut appuyer sur le contacteur et ça active le sèche-cheveux. Bon, elle n'a pas la même place dans la relation avec son aidant que si c'est l'aidant qui tient le sèche-cheveux et qui l'allume. Mais ce projet, il est surtout fait aussi pour quelque chose de très simple. Bah, ça va être possible. Et même si c'est pas dans l'intérêt de dire je veux voir clair donc j'allume, même si c'est dans un enjeu relationnel, voilà. Comme elle aime bien l'ambiance et puis elle est fière quand elle allume sa radio pour nous montrer qu'elle sait faire. C'est vraiment une chose agréable pour elle. Et des fois, on suppose, c'est pas tout à fait ça. Avec la domotique, c'est vrai que la résidente nous montre vraiment ce qu'il veut. C'est pas nous qui allons faire à la place de lui. La domotique pour rendre les personnes en situation de handicap le plus. On se rend compte que les situations de handicap vont forcément évoluer, puisque aujourd'hui, on peut très bien on sait très bien qu'une situation de handicap, une personne va être en situation de handicap, par exemple, pour faire ses démarches en ligne, si elle ne sait pas utiliser un ordinateur. Bon, c'était impensable, ça, il y a 10 ans. Par contre, elle ne va pas forcément, une personne qui va être en fauteuil roulant, qui va avoir très peu de mobilité sur le plan physique, va pouvoir faire ses courses et grâce au joystick de son fauteuil roulant, par exemple. Donc, les situations de handicap évoluent. Donc, on voit bien que, voilà, c'est ce que je venais de vous dire, du coup, la personne ne va plus forcément être en situation de handicap pour gérer son environnement, quel qu'il soit, elle va plus être en situation de handicap si elle peut pas fermer sa porte, si elle peut pas être sécurisée au niveau de son domicile avec l'incendie, etc. Ou bien, si elle tombe, finalement, elle va aujourd'hui avoir les outils qui lui permettent de ne pas avoir à marcher pour aller prendre le téléphone ou autre chose. Donc là, on peut évidemment étendre ça au numérique avec les drives ou les démarches en ligne, comme je vous disais. Donc, c'est une innovation technologique, l'environnement connecté, oui, d'accord, mais à mon sens, ça
c'est une innovation sociale en devenir. On vous remercie de participer à ce temps d'échange. Nous sommes, donc moi je suis Adine Cicero, je suis coordonnatrice sociale famille avec ma collègue. Alors je te laisse te Donc je présenter. suis Moya Agui, je suis la responsable de l'accueil famille qui est une annexe des PEP. Voilà, qui est notre EVS situé à Metz-Borny. Donc l'objectif c'est un peu de s'enrichir mutuellement des expériences de chacun et de pouvoir faire avancer, alors quel que soit le type d'expérience, les personnes qui sont présentes à cet atelier sont sans doute soit des professionnels, soit des personnes intéressées par la thématique. Donc, quel que soit le type d'expérience, ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est qu'on puisse bénéficier. C'était parti de l'idée que pour que les enfants puissent réussir à l'école, il fallait qu'on vienne en appui de leurs parents. Et au fur et à mesure de l'évolution de l'accueil famille, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas faire pour les parents, mais qu'il fallait faire avec eux. Et c'est comme ça que petit à petit est venue cette idée de créer le VS. C'est un espace de vie sociale. Ah oui, oui, d'accord. Donc en fait, c'est un agrément qu'on a obtenu de la CAF et dans le cadre de cet agrément, il fallait revoir la gouvernance finalement de l'accueil famille. Et dans ce cadre-là, quand on a pu travailler sur ce projet d'espace de vie sociale, on a toujours échangé avec les familles, on a toujours discuté avec elles, mais là maintenant, on a mis en place des commissions de travail plus poussées autour des projets qu'ils veulent mettre en place. Ils font partie du comité de pilotage, mais pas simplement pour être présents. Ils ont un droit de vote, un droit de décision, un droit de choix, et ce qui n'était pas le cas avant. Si je peux me permettre, avant, ils étaient adhérents à l'accueil famille. Ils venaient, ils payaient une adhésion, ils participaient aux ateliers, aux activités que l'accueil famille proposait. Maintenant, c'est un engagement. La participation est presque pleine, on va dire, parce que c'est un engagement des familles. Et il y a des familles, pour exemple, il y a quelques mamans, par exemple, qui donnent de l'aide en ce qui concerne les soutiens pour les cours de français. Il y a des mamans qui donnent de l'aide en ce qui concerne, on a un atelier qu'on appelle l'info multilangue. Les mamans traduisent pour d'autres mamans, par exemple, les consignes de l'école, comment fonctionne l'école, les horaires de l'école. Pour nous, ça nous paraît simple parce qu'on maîtrise la langue, mais pour ces familles-là, c'est très laborieux. Le but ici, c'est de co-construire avec les familles et ne pas faire pour elles, à leur place. C'est pour qu'elles puissent être autonomes quand elles viennent à l'accueil familial. Je dirais même aussi, par exemple, parce que l'idée, c'est d'essayer de faire passer les parents d'une demande, parce qu'ils sont demandeurs, ils veulent obtenir des choses, et qu'est-ce que vous faites pour que ça puisse marcher? Et en fait, ça c'est difficile, parce que des demandes et des réclamations, il y en a pas mal. En général, ça commence toujours comme ça. Mais après, il faut qu'on arrive à les faire passer à l'étape d'accord, mais voilà, alors ça fonctionne comme ça, il va falloir demander une subvention. Enfin, du coup, ils peuvent après faire partie vraiment de A à Z au développement de l'action. Ou j'allais dire par rapport aux mamans qui voulaient avoir des cours de code pour préparer l'auto-école, quoi, des cours en plus. On a choisi de ne pas faire appel à un moniteur d'auto-école qu'on payerait en plus. Par contre, on leur a donné les moyens de réviser. On a pris des ordinateurs, des DVD, elles peuvent réviser, elles se mettent en groupe, elles échangent entre elles. Ça va mettre plus de temps, mais à la fin, je pense que du coup, elles auront vraiment gagné en autonomie. Et ça crée de la coopération et la solidarité entre les familles qui fréquentent l'accueil. Voilà. C'est ce qu'on a pu constater. Tout doucement, lorsqu'elles prennent le pouvoir sur leur environnement, ce qu'elles désirent faire. Voilà. L'idéal, ça serait aussi qu'elles aient envie, alors ça, ce serait l'étape ultime, de s'investir pour leur quartier.
on est parent d'enfants autistes, on se pose tout le temps des questions et on angoisse énormément en fait pour l'avenir de l'enfant parce qu'il y a les problèmes du jour et puis on se projette sur les années qui suivent et en fait comment faire de cet enfant qu'on aime un adulte qui aura une autonomie et qui pourra s'insérer dans la société. Donc c'est le problème de fond. Et je pense que tout ce qui déjà à travers le CESAD peut permettre de nous aider à la fois à comprendre, à se projeter et à construire les pistes pour l'enfant, parce que chaque enfant est différent, ils sont tous différents, et donc il faut les aider tous de façon différente et trouver le meilleur chemin pour en faire un adulte. Donc là je pense qu'effectivement, il y a quelque chose de très intéressant à faire dans l'interaction avec les parents. Sur le CESAD en lui-même, je trouve que c'est une structure à taille humaine où comment dire, on a une écoute, dans le sens où dès que j'appelle, on me répond tout de suite, il n'y a pas un standard qui va me faire attendre 4 heures. Je veux dire, le contact avec les intervenants se fait directement également, ce qui est une très bonne chose, sans passer par une hiérarchie qui filtrerait tout ça. Donc on a vraiment l'impression d'être un peu dans une famille, en fait, quelque part. Je veux dire, ne serait-ce que par exemple que les interactions par SMS, etc., vraiment tout se fait entrer en toute fluidité, en toute simplicité. Et c'est très appréciable. Je pense qu'il faut tout dire, on n'a jamais rien caché, donc des fois ça ne plaît pas, hein. Mais bon, on le dit quand même, mais au moins on sait à quoi nos objectifs. Il faut mieux dire ce qu'on ressent, ce qu'on veut, que de tourner autour du pot et puis de passer à quelque chose ou de faire semblant, parce que s'il n'y a pas, je veux dire, d'échange réel, il n'y a pas de cohésion et ça ne peut pas marcher.